C'est désormais acté, ou tout au moins pour ce qui est du volet légal. La dernière ligne droite des scrutins à venir en République démocratique du Congo a consacré 21 candidats pour le compte de la présidentielle, devant consacrer la toute première alternance au pouvoir dans ce pays continent. Parmi ces candidats qui ont pu passer le tamis de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, 3 font figure de challengers de poids, les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui devront faire face au dauphin du président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. Et les récents développements ne laissent guère de doute. Moïse Katumbi, empêché selon ses propos de rentrer déposer son dossier, et Jean-Pierre Bemba, écarté à cause de sa condamnation pour subornation de témoins à la Cour pénale internationale, sont logiquement écartés de cette liste. L'ancien vice-président a d'ailleurs vu la Cour pénale internationale confirmer sa peine d'1 an de prison dans cette affaire annexe qui l'oppose au bureau du procureur de la CPI. L'opposition, qui a encore récemment appelé à l'union sacrée pour battre le régime Kabila lors de ce scrutin à un tour, sera donc attendue et scrutée. Des indépendants candidats qui prônent la rupture avec le système actuel, pris en otage selon eux par l'opposition et le pouvoir, nous scruterons sans doute la position qui des candidats est à même de régler les problèmes des Congolais. Quels sont à cette date les enjeux des 10 scrutins, le cap de la liste définitive franchi, les conditions sont-elles enfin réunies pour l'inclusivité et la transparence des scrutins? Quel diagnostic peut-on poser d'un point de vue sécuritaire pour garantir aux électeurs potentiels de pouvoir se déplacer, surtout dans certaines régions du pays en proie à de nombreux maux? Quelle garantie offre à ce stade du processus la machine à voter? La fondation britannique Westminster pour la démocratie a analysé et a rendu son rapport concernant ces machines à voter qui, rappelons-le, serviront pour les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre 2018. Nous suivrons le compte-rendu de notre correspondante sur place avec les impressions et les inquiétudes de la CENCO, la conférence épiscopale nationale congolaise. RD Congo, liste définitive des candidats à la présidentielle, de quoi garantir des élections libres, transparentes et apaisées. La question sera posée, c'est autour de ce thème que ce numéro de votre émission va se dérouler. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Si vous nous suivez pour la première fois, sachez que Angle de Vue est consacré au décryptage de l'actualité, très souvent sur le continent africain. Place aux échanges, ce sera juste après l'intermède. Et sur ce plateau avec nous, Élisée et Bella Adjovi, bonjour. Bonjour, journaliste à nous, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes journaliste internationaliste, également écrivain. Face à vous, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes juriste, également analyste politique. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Élisée et Bella Adjovi, ma première question est pour vous. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que la communication de cette liste définitive par la CENI ne comporte aucune surprise? On peut dire qu'il n'y a pas grande surprise, puisque vous avez dit à l'entame de l'émission qu'il s'agit des présidentielles, des législatives et également des provinciales. Et donc, pour la présidentielle, il n'y a eu que 2 candidats de moindre importance qui ont été repêchés. C'est vrai que pour les législatives, il y a eu 107 candidats qui ont été repêchés. Donc, il n'y a pas grande surprise, puisque on attendait naturellement Jean-Pierre Bemba qui... déjà, la CPI a réglé son compte. Moïse Katumbi aussi, qui n'a pas pu même venir pour déposer sa candidature. Donc, on est dans... la situation n'a pas particulièrement évolué quant à ce qui concerne les candidatures. Je pense que... Mais bon, on est passé à autre chose. On est à une autre étape maintenant. Je pense que le débat se fera autour de cela. Tout à fait. Il est Kofidia, 21 candidats sont donc exclus. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, est-ce que c'est un scénario connu d'avance? Ce repêchage est une comédie politique. On le savait d'avance. Sinon que ce qui me fait mal, c'est de ne pas voir venir, de ne pas voir repêcher Jean-Pierre Bemba et Katumbi, qui sont des opposants farouches au système Kabila. Et le jeu électoral serait plus nivelé si ces deux-là devraient concourir. Et ça, ce qui laisse envisager ou entrevoir qu'ils font peur au système en place.
Et quand vous regardez la qualité de ceux qui ont été repêchés et leur force électorale, on constate que on savait même déjà qu'on allait les repêcher et qu'on les avait ajoutés aux autres juste pour montrer que bon, on a étudié les dossiers. On a étudié les dossiers comme cela se doit et on ne pouvait que repêcher ceux-là. Lorsque vous empêchez un citoyen comme Katumbi de rentrer dans son pays, à la frontière de Gambie ou de Zambie, cela pose fondamentalement un problème de liberté. La liberté d'aller et venir est consacrée par toutes les constitutions africaines. Et quand c'est comme ça, on estime que la loi qu'on a soi-même forgée n'a pas été respectée. Parce que les Gempateri, quoi Fessisti, la loi que l'on a faite, il faut la respecter. Souffrez de respecter la loi que vous avez faite. Et les corollaires de la loi, ne doivent pas amener les uns et les autres à les violer. Et en tant que premier citoyen et donc premier responsable de l'État, aussi géant, aussi gigantesque, quoi de plus normal que de respecter le jeu démocratique. Alors, lorsque vous ne respectez pas les lois de la République, il va de ce que vous appelez de tous vos feux à la violence. Donc, le fait d'évincer ces deux ténors de l'opposition, à savoir Bemba et Katumbi, et nous dit qu'on a repêché des citoyens, excusez-moi, de candidatures plus ou moins sérieuses, et qui ne feront pas la force devant Chadari, ni devant Etienne et Félix Tshisekedi, ni Kamere. On ne parlera pas de repêchage, mais on parlera seulement d'une comédie politique qui ne dit pas son nom. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Élisée Bellavela-Diovi, les conditions sont réunies pour aller à cette échéance du 23 décembre en toute sérénité? Je voudrais dire quand même à la décharge du pouvoir de Kinshasa que notamment les deux candidats dont parlait mon co-débatteur, quand on prend le cas Jean-Pierre Bemba, il y a quand même que quand on parle de substitution des témoins à la CPI, qu'effectivement il doit purger sa peine d'1 an et que même s'il y avait une volonté de la part du pouvoir central de l'empêcher d'être candidat, que légalement il y a quand même un mobile. Et donc l'autre également, Moïse Katumbi, qui a eu des déboires par rapport à sa double identité, sa double nationalité. Ces mobiles sont fallacieux. Beaucoup de choses. Ces mobiles sont donc fallacieux. On a l'impression quand même... permettez que je finisse. Le droit repose sur des éléments de preuve tangibles. Les mobiles fallacieux ou les mobiles... Oui, Jean-Pierre Bemba, c'est pas fallacieux. Non, Jean-Pierre Bemba, c'est pas fallacieux, puisqu'il doit faire encore 1 an, puisqu'il fait partie des deux ténors de l'opposition qui ont un poids. Et aujourd'hui, on a quand même qu'effectivement, il doit purger encore une année de prison. Donc, c'est comme si le jeu du pouvoir en place a été béni par la communauté internationale. Maintenant, ce n'est qu'une parenthèse. Élisée Bellavela-Diovi, je reste avec vous, c'est une question d'importance. Le MLC a affirmé que le code électoral congolais ne consacrait pas la subornation de témoins comme pouvant invalider la candidature d'un citoyen congolais. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais il se fait que, hasard de calendrier ou pas, le jugement à la CPI intervient au moment où on doit finaliser. Oui, mais s'il a été condamné à la CPI pour subornation de témoins et que cet argument-là n'est pas contenu dans le code électoral congolais, on ne devrait pas invalider sa candidature pour cela, puisque le code électoral congolais ne consacre pas ce fait-là comme pouvant être invalidant. Oui, mais je suis d'accord avec vous, sauf que nous sommes en politique et que en politique, tous les arguments sont bons pour s'en sortir, surtout que lui-même, dans le cas d'espèce, il a des choses à se reprocher. Maintenant, je n'ai pas oublié votre question. Est-ce que après le choix des candidatures aujourd'hui, la délibération de la Cour constitutionnelle, est-ce que tout est fin prêt pour une l'organisation d'une élection régulière à la normale en RDC? Je dirais non. Je dirais non pour plusieurs raisons. N'oubliez pas que les préalables de la part de l'opposition pour l'organisation d'une élection crédible, c'est d'abord revoir le fichier électoral, puisque, à en croire l'opposition, il y a au moins plus de 6 millions d'électeurs, soit environ 16,6% du corps électoral, qui ont été enregistrés de manière frauduleuse. C'est-à-dire que des électeurs ont été enregistrés, mais ils n'ont pas d'empreinte digitale.
Et donc, ça pose un problème. L'opposition dit qu'il faut revoir cela. Mais pas que ça. L'élection par machine à voter pose également problème parce qu'il n'y a personne pour observer l'élection, il n'y a personne pour garantir ce qui va se passer. Et donc, ces deux arguments-là amènent l'opposition aujourd'hui à dire de revoir les choses. Donc, l'opposition est entre le marteau et l'enclume. Le marteau parce que l'opposition veut bien aller à cette élection, mais est-ce qu'elle peut y aller sans ces garanties? Si elle accepte d'aller aux élections parce que il est temps que Joseph Kabila cesse de prolonger indéfiniment son mandat, mais il y a 6 millions d'électeurs qui ne sont pas contrôlables, qui sont fictifs, et de l'autre côté, la machine à voter n'est pas crédible également. Maintenant, l'enclume, c'est bien évidemment que si l'opposition refuse d'aller aux élections avec ces potentielles irrégularités, alors elle donnera la possibilité à Joseph Kabila, qui ne demande pas mieux, de rester encore au pouvoir pour au moins une année de plus, puisqu'il faut, s'il faut par exemple réviser le fichier électoral ou revisiter le fichier électoral, il faut au minimum 6 mois à 1 an, ce qui a fait que Joseph Kabila a eu son mandat prolongé jusque-là. Donc ça pose problème d'un côté comme de l'autre. L'opposition n'est pas sortie de l'auberge, même si elle arrivait à avoir un candidat unique, ce qui n'est pas évident également. Donc le dilatoire continue de prévaloir en RD Congo? Plus ou moins, mais avant de répondre à votre question, il faudrait que l'on cesse de se réfugier derrière la triche et les coups en politique pour justifier cette façon malencontreuse que quand nos dirigeants d'évincer les opposants, le pays appartient à tous. La République, ce n'est pas le titre privé ou la chose privée de quelqu'un. On ne peut pas empêcher un citoyen d'empêcher de participer aux élections, de servir son pays. Lorsque les arguments de droit tombent devant la loi, lorsque les arguments de droit ne sont pas fondés, écarter Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba attestent de ce que Joseph Kabila a peur de ces deux-là. Parce que dans un passé récent, ces deux-là avaient servi la République. L'un était vice-président de la République, l'un était gouverneur du Katanga. Au moment où ils étaient à la mangeoire avec Kabila, au moment où ils faisaient la politique de Kabila, ils n'étaient pas exclus du jeu. Ils n'étaient pas vus comme étant des dangers pour leur société. Mais du moment où ils ont choisi de ne pas tenir le même langage que Joseph Kabila, c'est en ce moment qu'ils sont devenus des ennemis à abattre. Il dit qu'aujourd'hui, les évincer serait une bonne chose. C'est dangereux. On est d'accord? Donc cela dit, les conditions ne sont pas du tout remplies. Parce que c'est un fichier électoral. C'est un fichier électoral fondamentalement et mal ficelé. C'est un fichier électoral qui n'a pas eu le temps d'être corrigé. Et qui plus est, la machine à voter, qui est devenue une machine à frauder, donne déjà Chadari comme étant le successeur de Kabila. Parce que c'est un dauphinat, qui a été préparé et bien savamment structuré autour de cet individu qui doit continuer l'œuvre de Kabila. Et l'opposition a intérêt alors à se mettre en rang serré pour choisir non seulement un candidat, mais avant d'aller aux élections, de veiller à ce que forcément la machine à voter soit revue, la machine à voter puisse être une machine qui accepte ou reçoit l'approbation de tous. C'est-à-dire, à ce jour, on n'a même pas la preuve de ce qu'un citoyen lambda congolais pourrait manipuler correctement la machine à voter. On n'a pas cette certitude. A-t-on pratiqué, a-t-on expérimenté déjà la machine à voter? Même le cerveau de la machine à voter en doute aujourd'hui quand ils sont allés faire les premiers essais. Vous voyez, donc il faut pas vouloir copier, pasticher ce que le blanc a pris pour justifier une élection qui, ma foi, n'augure rien d'intéressant à l'avenir. Parce que la violence, on ne la souhaite pas, mais il ne faut pas l'enrichir. Voilà, du côté de la CENI, c'est plutôt la sérénité, mais ce sentiment n'est pas forcément partagé de tous. Nous allons suivre un extrait de propos, notamment des conditions du direct pour la confirmation de la liste des candidats à cette élection présidentielle. Ce sont des propos suivis par ceux d'un professeur en sciences politiques. On revient juste après cet extrait. Tshisekedi Tshilombo Félix, Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tshisekedi. 21, enfin, Kamere Lwakaningi Ningi Nkingi Vital.
l'Assemblée plénière de la CENI rend publique la liste définitive des 21 candidats présidents de la République. Nous entamons la dernière ligne droite vers le 23 décembre 2018, date des élections. Il s'agit d'une date importante pour l'histoire de notre pays. La phase préparatoire des élections qui perdure depuis 3 ans pratiquement n'est pas sereine. On a l'impression que la phase de préparation est en train de planter les germes des crises post-électorales. Risque effectivement sur cette élection-là, d'un point de vue logistique, d'un point de vue organisationnel, et bien la Jolie. Oui, mais pour vous répondre, je vais dire ce que 2 quotidiens quinois ont écrit ces derniers jours. Je prends d'abord La République, un quotidien quinois, qui a dit que tel que tout se prépare aujourd'hui, avec une machine à voter que personne ne peut contrôler. On se retrouve dans une situation de manque de confiance. Parce que l'élément majeur qui manque à une élection crédible, régulière, à la normale, en RDC aujourd'hui, à en croire La République, et je suis d'accord avec ce quotidien, c'est bien évidemment l'élément confiance entre les acteurs à la présidentielle. Deuxième quotidien, Le Potentiel, et qui estime que cette insistance maladive de la CENI à organiser coûte que coûte la présidentielle du 23 décembre prochain sur la base de la machine à voter montre déjà qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a une volonté de trucage et d'imposer au soir de cette élection le candidat du parti au pouvoir. Donc, je pars de ces 2 exemples pour vous dire il n'y a même pas grand-chose à dire. Lorsqu'on a un fichier électoral où il y a près de 6 millions ou plus de 6 millions d'électeurs fictifs et qu'on a une machine à voter que personne ne peut dire que les résultats qui sortiront de cette machine seront vraiment des résultats sortis des urnes, alors vous voyez, c'est déjà la préparation d'une contestation post-électorale. Et je pense que je ne veux pas être à la place de l'opposition en RDC, parce que l'opposition en RDC est dans une situation perplexe actuellement. Est-ce qu'il faut dire de revoir le fichier électoral, de changer la machine à voter, puisque de la part du président de la CENI, c'est très clair, sans la machine à voter, il n'y a pas élection le 23 décembre. Mais est-ce qu'il faut donner encore un nouveau bonus à Joseph Kabila, qui est là depuis près de 3 ans? Jamais. Donc, il faut aller aux élections. S'il faut aller aux élections, il faut alors se dire qu'il est possible qu'on donne quitus au candidat au pouvoir. Puisqu'on ne pourra pas, 6 millions d'électeurs, c'est trop. On ne pourra pas savoir réellement si les résultats qui seront proclamés par la CENI, qui est jugé inféodé au parti au pouvoir, sera vraiment le résultat réel du scrutin. Donc maintenant, qu'est-ce que l'opposition va faire? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau report? Et là, Kabila sera dans le beau jeu de dire ce n'est pas la cause de moi. Si vous voulez qu'on revoie le fichier électoral, alors faisons encore un bonus. Il est Kofiya? Oui, tout se fait et tout a été fait pour penser que au soir du 23 décembre, en cas de non-élection, en cas de vacances de pouvoir, Kabila pourra encore empiler. Il se trompe. Au soir du 23 décembre, Kabila, il y aura vacances de pouvoir. Si donc on se réfère à l'article 70 de la Constitution congolaise, en cas de vacances de pouvoir, d'après les gymnastiques juridiques, au plus fin des schémas, c'est finalement le président du Sénat qui va prendre les rênes en attendant une organisation sérieuse des élections. Et Kabila n'a qu'à se retirer. Parce que, vous savez, je ne vous coupe pas, oui. Mais cette lecture des tests-là a été contredite par plusieurs politologues ou plusieurs personnes, comme on dit, inféodées au régime. Et
si cet article avait été respecté, le président Joseph Kabila ne serait plus au pouvoir jusqu'à cette date. Donc qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui empêcher Kabila de ne pas rester au-delà du 23 décembre qu'il y ait eu élection contestée ou si on n'a pas pu lui trouver un successeur? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher aujourd'hui? Lorsque vous mettez la grenouille dans une eau froide, elle est fière et elle se sent dans son milieu. Mais lorsque l'eau froide devient tiède, parce que vous y avez mis du feu, la grenouille se dit que l'eau a changé et pense que bon, l'eau a pris il y a une certaine transformation, donc on ne se sent pas en danger. Mais lorsque l'eau devient chaude, la grenouille meurt. Mais si la grenouille savait que l'eau allait devenir chaude, elle lui redonnait un coup de patte salutaire. Ce qui va arriver, si le camp Kabila s'entête, comme vous le dites ici bien, le peuple va alors donner, le peuple tel une grenouille, va alors donner un coup de patte salutaire en faisant partie de ce pouvoir. Mais ce n'est pas un appel à l'insurrection. Non, ce n'est pas un appel à l'insurrection. Mais comme je vous l'ai dit souvent sur ce plateau, à force de tordre le cou au droit, à force de bousculer le droit, on finit par, la violence finit par s'installer. Et jaillit une violence qu'on ne souhaite pas, qu'on ne souhaite pas, et qui finira par s'imposer dans la mesure où il y a eu, Kabila a déjà prorogé trop son mandat. Et ils font tout pour y parvenir. Et comme le dit si bien mon vis-à-vis, cette crise de confiance repose fondamentalement sur l'outil devant permettre aux uns aux autres d'exprimer leur droit de votation, la machine à voter. Est-ce que le code électoral exige l'utilisation de la machine à voter aux citoyens congolais? Est-ce que les citoyens congolais, dans leur grande majorité, maîtrisent déjà l'utilisation de cette machine à voter? Et la façon dont ils imposent la machine à voter aux citoyens, c'est synonyme de ce que c'est avec la machine à voter seulement qu'ils pourront réussir leur Dauphinat. On sent déjà un hold-up électoral arriver. Et même si l'opposition venait à trouver une candidature commune, ce n'est pas gagné d'avance. Vous voyez, donc il y a une volonté de Kabila d'abandonner le pouvoir. Le principal obstacle au processus démocratique en RDC a un seul nom, c'est Joseph Kabila. Voilà, vous parliez tous deux de la machine à voter. C'est vrai que c'est un sujet qui est récurrent, cette affaire de machine à voter. Il y a eu 15 recommandations qui ont été formulées à la CENI sur cette machine à voter-là en vue d'atténuer les risques majeurs de son utilisation. C'est à mettre à l'actif de la fondation britannique Westminster pour la démocratie. Le point de cette entrevue avec le regard de la CENCO aussi, c'est avec notre correspondante sur place, Yayette Mavinga Nzao Katay. Parmi ces recommandations, les experts demandent à la CENI de désactiver des communications externes via carte SIM et Wi-Fi pendant la tenue du scrutin. Ils demandent aussi à la CENI de limiter le nombre maximum de bulletins autorisés, soit 600 bulletins par machine et par bureau de vote, conformément aux normes internationales. Les experts de la Fondation britannique estiment en effet qu'actuellement, il n'y a pas de limite au nombre de bulletins pour chaque machine. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Bassengezi, s'est félicité du travail réalisé par les experts britanniques. Il a justifié le choix de la machine à voter par les avantages qu'elle procure et il souligne que ces recommandations seront prises en compte. La forte conviction de la CENI dans l'adoption de cette technologie se justifie par les soucis d'améliorer les processus en répondant à toutes les recommandations faites à la lumière des avantages que procure la machine à voter au processus électoral en cours et à ceux à venir. Pour sa part, la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO encourage la CENI à plus d'ouverture. Nous voulons encourager la CENI à plus d'ouverture parce que elle n'a rien à cacher et je pense que là, tout a gagné. L'opposition, quant à elle, craint des fraudes et des dysfonctionnements.
soulignant que l'évaluation des experts sur la machine à voter n'est pas exhaustive, puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité de réaliser un audit et un certificat du logiciel et du matériel. L'étude s'est donc limitée aux fonctionnalités de cette machine et aux caractéristiques du matériel et du logiciel tels qu'exposés par la Commission électorale nationale indépendante. La machine à voter n'a toujours pas pu être authentifiée, il n'y a pas eu d'audit et c'est avec ça qu'on va aux élections. Mais on a l'impression, je voudrais votre avis sur la communication de la CENI qui dit clairement nous n'avons pas les moyens logistiques de faire une élection à bonne date, c'est-à-dire au 23 décembre, sans cette machine-là qui permet de simplifier le vote, c'est-à-dire de centraliser tout avec une seule carte. Est-ce que ce n'est pas un argumentaire qu'on peut comprendre aussi quand on sait que Kinshasa a refusé, par exemple, toute aide extérieure pour organiser cette élection pour raison de souveraineté? Il faut aussi voir le budget qui a été mis à disposition de cette CENI-là. Est-ce que tous ces éléments-là ne peuvent quand même pas concourir au profit donc, de cette CENI-là qui fait forcément avec les moyens qu'elle a à sa disposition? Oui, vous savez, Joseph Kabila est fin tacticien, Joseph Kabila est stratège, et aujourd'hui, si on va rester dans l'ordre du droit, il a mis tout en place pour que l'opposition se prenne à son propre jeu, puisque on est à 3 mois des élections, une élection demandée à corps et à cri par la même opposition. Et donc, aujourd'hui, Kabila dit, j'ai fait près de 3 ans de prolongation, je veux partir. Mais la CENI, qui est l'organe qui doit organiser les élections, dit, si c'est dans 3 mois, ce n'est qu'avec la machine à voter. Et cette machine, vous le savez très bien, donc ce n'est pas en Afrique que ça se fabrique. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un silence criard de la part de la communauté internationale par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'histoire de la machine à voter, du fichier électoral, tout cela. Pourquoi? Parce que Kabila dit « Je veux organiser cette élection avec les moyens de la RD Congo », ce qui est tout à fait normal. En fait, si on se retrouve dans une situation... question de souveraineté. Une question de souveraineté, on ne peut pas, ce n'est pas normal d'organiser nos élections sur des centaines de milliards avec de l'argent emprunté, ce n'est pas normal. Donc, a priori, c'est un bon argument. Et l'autre volet, vous m'excusez beaucoup, mais quand on parle de l'observation des élections, et c'est devenu une mode désormais, c'est comme un peu les missions des Nations Unies. C'est vrai que ça permet au moins de ce côté-là de sécuriser, encore que nous avons vu que partout les Nations Unies sont intervenues, c'est pas forcément pour faire éteindre le feu, ça c'est juste une parenthèse. Il y a toujours la guerre au Congo aujourd'hui, malgré la présence de la MONUSCO. Oui, puisque au même moment, on sait très bien que ces forces sont déployées, nos frères sont envoyés sur le terrain, mais en réalité on les confine quelque part et les trafics continuent, on sait très bien. Maintenant, pour cette histoire d'observation des élections aussi, c'est devenu un business. Où des gens, ils vont en observateur, ils engrangent des sous. Est-ce qu'on a vu, même dans ce qu'on peut appeler la première démocratie du monde, les États-Unis, on a vu comment des bulletins ont été prémarqués dans ce pays au nom de George Bush Jr. On a vu comment un certain nombre de choses se passent. Et personne n'est allé contrôler les élections ailleurs. Mais si nous sommes des États souverains, il faudrait que nous fassions en sorte d'organiser nous-mêmes nos élections. Donc, de ce point de vue, Kabila dit quelque chose qui est normal. Mais, de l'autre côté, on a vu toutes les dispositions qu'il a prises au niveau de l'armée, au niveau de la police, il a remis son système en place, ce qui montre qu'il veut tout faire à défaut de rester, parce qu'il n'aurait pas eu l'élection au soir du 23 décembre. Il veut que ce soit son dauphin qui prennent le pouvoir. Et actuellement, je pense que l'opposition est vraiment acculée, parce que si l'opposition accepte d'aller aux élections dans ces conditions, avec un fichier électoral qui a au moins 6 millions d'électeurs fictifs et un outil des élections, la machine à voter incontrôlable, c'est un pavé pour un boulevard pour le candidat au pouvoir. Maintenant, si l'opposition refuse d'y aller, en disant, tant que le fichier électoral n'est pas revisité, tant qu'on ne change pas la machine à voter, là, on donne au minimum 1 an de bonus à Joseph Kabila. C'est une situation difficile. Mais personnellement, si vous voulez mon avis,
Moi, je vais vous dire qu'un pays qui a eu un régime aussi fort que celui-là, et un pays comme la RDC, avec la situation sécuritaire qu'il y a sur le terrain, il ne suffit pas seulement d'avoir un président. Vous m'excusez, je vais vous choquer peut-être, mais il faut quelqu'un de fort. Il faut quelqu'un de fort pour vraiment sécuriser toute la RDC. Est-ce que c'est le dauphin de Joseph Kabila? Est-ce que c'est un autre? Je ne sais pas. Mais la RDC aujourd'hui n'a pas besoin que d'un technocrate. A besoin de quelqu'un aussi, à défaut d'être un militaire et un stratège. Parce que la situation qui se passe sur le terrain, le peuple congolais a trop souffert. Il faut que ça change. Donc il ne s'agit pas seulement d'organiser une élection. Il faut quelqu'un de poigne pour prendre ce pays. Et si ça peut passer par une transition de ce que ce n'est plus Joseph Kabila et que c'est un autre qui n'est plus lui-même, c'est vrai que ça sera une situation un peu à la Poutine-Medvedev, mais personnellement, je ferai avec si ça peut éviter une guerre civile encore dans ce pays. Voilà, il est Kofi-Dian. On ne fera pas avec. Avez-vous jamais vu le griot dormir avec son tam-tam? Il arrivera forcément un moment où il se sépare du tam-tam avant d'aller au lit. Que Joseph Kabila veuille ou non, cette fois-ci, il va céder le pouvoir. Maintenant, pour qu'il ne cède pas le pouvoir à son dauphin, donc à Chadari, pourquoi Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ne puissent pas s'allier? Alors, ils se sont rencontrés encore, c'était à Bruxelles, il y a quelques jours. Oui. Ils ont tous appelé de leur vœu à opter pour un candidat unique parce que le schéma politique est clair, c'est une élection à un tour. Donc, il faut la personne qui se positionne en tête d'office. Donc, tous les leaders, tous les pontes de l'opposition sont d'accord pour choisir le meilleur d'entre eux. Aujourd'hui, le schéma est clair. On va peut-être le faire sur ce plateau. Il y a aujourd'hui Tshisekedi fils, Félix, qui est candidat. Il y a Vital Kamerhe. C'est pratiquement les deux candidats de l'opposition à, je dirais, qui ont une assise électorale ou une surface assez importante au niveau de l'opposition. Donc ce sera probablement l'un ou l'autre. Donc ces opposants-là vont se rencontrer. Ils ont échangé avec l'ANC ces derniers jours. Ils vont probablement appeler à voter pour l'un de ceux-là. Est-ce que selon vous, cette stratégie d'unicité de l'opposition-là est la solution? Ou bien il faut peut-être oublier, pourquoi pas, les paradigmes opposition, mouvance et penser le Congo? Non. Primo. Cette unicité autour d'un candidat de l'opposition reçoit l'approbation de beaucoup de gens. Mais secondo, pourquoi l'opposition n'envoie pas un émissaire dans le pays où la machine à voter a été fabriquée? Non, mais pour... Non, laisse-moi finir. Allez-y. Pourquoi il n'envoie pas un émissaire là-bas pour obtenir la possibilité de contrôler la machine à voter? Pourquoi? Troisièmement, que Kabila nous dise, ou que le camp Kabila nous dise aujourd'hui que pour que les élections aient lieu le 23 décembre 2018, il faut forcément la machine à voter. Je dis que c'est une triche et c'est un hold-up. Si vous décidez de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, d'organiser les élections sur fonds propres, et que vous avez dit à la communauté internationale de ne pas s'en mêler, cela suppose que c'est parce que vous avez les ressources. Et qui dit avoir des ressources, dit également, je peux aller avec machine à voter comme je peux aller avec l'ancien système. Et donc demander à tous les citoyens congolais ayant 18 ans révolus d'aller aux élections, avec ou sans carte d'électeur. La carte d'électeur peut être substituée à une carte d'identité. Ou à la présentation du bureau de vote d'un acte de naissance attestant que vous avez 18 ans. Vous voyez, on sent que les dirigeants africains se comportent comme des vicaires de Dieu sur terre. Et cela est dommage dans la mesure où on lit à travers leurs agissements politiques une volonté à ne pas vouloir pacifier les choses. Sinon, tout ce que a dit les dirigeants congolais qui ont le pouvoir en place, a dit avance comme argument, tout ça là pour s'éterniser ou pour empiler, tout ça là, c'est un cocktail politique qui finira par leur exploser en plein visage. Quand on entend le président, le vice-président de la CENI, et dit que la machine à voter présente des avantages, alors que de l'autre, alors que l'abbé qui a pris la parole dit, si vous n'avez rien à cacher, soyez plus ouverts.
créer plus d'ouverture. Invitez alors les teneurs de l'opposition à visiter la machine à voter. Invitez-les et essayez de les convaincre de ce que la machine à voter peut passer comme une lettre à la poste. Et invitez le citoyen lambda congolais et un certain nombre de citoyens lambda congolais à expérimenter la machine à voter pour voir si cela pourrait être effectif sur le terrain. Vous voyez? Elisabeth Belazovi, je voudrais vous poser une question. Vous parliez du prélat qui s'est prononcé. On a vu au Cameroun où des évêques sont sortis pour dire nous voulons que la situation politique se passe de telle ou telle façon. On a vu au Burundi, au Togo, même au Bénin, on a l'impression qu'il y a une implication grandissante de l'Église sur le terrain politique. Et quelle lecture vous faites? Est-ce que c'est un changement de stratégie depuis le Vatican, ou bien c'est plutôt ces évêques-là qui estiment qu'ils doivent prendre une part plus sérieuse dans la gestion de la cité, et donc forcément parler ou aller vers le terrain politique? Je ne suis pas catholique, je ne suis pas spécialiste des religions, mais je sais que depuis le Concile Vatican II, que Rome a quand même pris des options sérieuses par rapport à l'intervention sociale. Parce que si vous êtes église implantée dans la cité. Cela est très important, sans oublier que vous savez très bien que le souverain pontife est à la fois un chef religieux et un chef politique. Il dirige la plus petite cité du monde. Donc, de ce point de vue, l'Église catholique n'a jamais été loin de la politique. Et ça doit être normalement la cause de tout le monde. Les religieux ne peuvent pas s'écarter des affaires publiques, pas en tant qu'acteurs directs, mais quand même donner des conseils pour que la cité aille mieux. On a vu certains qui ont carrément appelé des chefs d'État à quitter le pouvoir. Mais vous savez, ils sont citoyens d'abord, avant d'être prêtre, avant d'être pasteur, avant d'être ceci, cela. Donc, je pense que si, par exemple, ça se passe mal, on ne fera pas la différence entre un imam, un prêtre, un pasteur, un citoyen lambda et autres. Donc, tant que vous êtes là et qu'il y a un climat plus ou moins apaisé, c'est qu'il faut appeler à un consensus. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que pour une RDC qui a beaucoup souffert, il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin. J'attends de voir cette union sacrée réellement de l'opposition que l'on choisit, parce que je suis presque convaincu que Félix Tshisekedi va vouloir que ce soit lui, parce que son papa, Étienne Tshisekedi, est un opposant historique. Est-ce que si jamais c'est Kamere qui est choisi, Félix va s'éclipser? Moi, j'attends de voir. Donc déjà ça, sauf encore qu'il y a d'autres candidats qui estiment que les clivages opposition-mouvance, il faut aller au-delà, et qui veulent être candidats, quel que soit ce qui va se passer, ils seront aussi candidats. Donc dans ces conditions, personnellement, comme je vous l'ai dit, pour préserver la paix en RDC, si tant est qu'il faut aller forcément aux élections le 23 décembre, pour moi, il serait question de faire en sorte que Joseph Kabila quitte quand même le pouvoir après une prolongation de 3 mois, quitte à ce que ce soit son dauphin qui prenne, quitte à ce que ce soit son dauphin qui prenne le pouvoir, puisque sans que l'élection n'ait lieu, on ne peut pas savoir qui a gagné. Or, quand on regarde sur le terrain, le camp Kabila, la mouvance présidentielle a des années au pouvoir, ce qui veut dire une base électorale, sans oublier qu'on a un fichier électoral où 6 millions d'électeurs sont incontrôlés, et la machine qui est ce qu'elle est aujourd'hui, à moins que l'opposition décide de donner carte blanche à Joseph Kabila, de rester encore au pouvoir pendant quelques mois. Ce que je suis en train d'entrevoir, c'est que le camp présidentiel prenne le pouvoir, à moins que le peuple soit fatigué et décide alors de prendre son pouvoir, puisque en dehors de tout, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le seul camp, si l'élection a lieu le 23 décembre, je peux vous mettre au défi, le seul capable d'empêcher le camp présidentiel de gagner, c'est le peuple congolais. Voilà. Il est Kofidia? Oui, le pacificateur, M. Ribet, estimait qu'il faut donner encore 3 mois à Kabila, auquel cas, bon, les choses pourraient ne pas bien se passer. Et je m'opposais à cette idée, mais il s'est repris. Il s'est très très bien repris en disant que, au final, le seul
qui peut décider de qui va présider la République après au lendemain du 23 décembre, c'est fondamentalement le peuple. Parce qu'à ce jour, on n'a pas la certitude que même avec cette machine à voter, c'est forcément le système en place qui va gagner les élections. Et si le peuple exprimait son ras-le-bol, malgré la machine à voter, on pourrait assister à une surprise. Donc, moi, j'encourage l'opposition à continuer avec leur politique, mais je dis qu'il y a possibilité de contrôler cette machine à voter. Et l'opposition doit aller investiguer dans ce sens. Parce que la main qui a fait la machine peut encore la défaire. Et pourquoi c'est seuls les hommes du pouvoir qui se réclament de la paternité de cette machine, alors que l'opposition peut aussi se réclamer de la maternité de cette machine, en allant contrôler, en allant voir comment on peut contrôler, en allant voir comment on peut freiner un peu cette fraude-là et inviter les uns et les autres à rester en rang uni pour qu'enfin la République congolaise plutôt que de critiquer ou d'appeler à changer, vous appelez l'opposition à réfléchir à des stratégies pour contrôler cette machine-là et pouvoir faire en sorte que cette machine-là dise réellement ce qui a été fait. Mais il y a peut-être un paradigme qu'il ne faut pas oublier, le fait qu'il y ait pratiquement jusqu'à 10 millions d'électeurs sans empreinte, avec un tel réservoir de votants potentiels que personne ne peut identifier. Il y a quand même un gros risque sur cette élection-là. On peut envoyer des représentants partout. Messieurs, je voudrais parler avec vous aussi de la question sécuritaire. Il y a de sérieux problèmes aujourd'hui. On voit des jeunes que des milices ou des gens viennent prendre, on les retrouve morts quelques heures après. Et c'est quelque chose qui se passe à Kinshasa, même dans la capitale, alors qu'avant, les problèmes de sécurité, c'était beaucoup plus dans d'autres régions. Aujourd'hui, est-ce que ce contexte sécuritaire-là augure de ce que tout peut bien se passer? Parce que si aujourd'hui, vous êtes dans votre maison en plein Kinshasa et qu'on vient vous retrouver mort et que la police parle d'enquête, mais on ne sait pas ce qui se passe, des parents de victimes parlent plutôt d'assassinats ciblés de cette même police-là. Quel est votre avis là-dessus, Mesdames et Messieurs? Avant de donner mon avis sur ce point, je voudrais dire très très rapidement que quand je regarde la communauté internationale et comment Kabila a menacé de se retirer de la CPI, et qu'on a vu que tout de suite, Bemba, en appel, Bemba a été, la peine a été reconduite, on a l'impression que pour la communauté internationale, que Kabila a servi jusque-là. L'essentiel, c'est que pour faire bonne figure, il faut que Joseph Kabila quitte à ce que ce soit son dauphin qui s'installe. C'est pour cela que la communauté internationale est complètement muette actuellement, parce qu'ils savent qu'ils sont coupables de ce qui se passe en RDC, et que si la RDC a le schéma qu'on a aujourd'hui, notamment à l'est du pays, c'est la communauté internationale qui pille ce pays. Et il va falloir que l'Afrique se réveille. Et donc, au-delà de l'élection, il y a trop de problèmes. Vous avez parlé de la question de la sécurité, mais bien évidemment, on n'en parle pas tout le temps dans les médias, notamment occidentaux, parce que ça ne fait pas bon pour les affaires. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Donc, il n'y a que le jeu. Et plus on s'approche des élections, chaque camp de milices, puisqu'il y en a beaucoup en RDC également, essaye de se bomber les torses. Donc ça ne surprend personne, mais il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui, élection, oui, c'est pour ça que vous allez être surpris, que je dis, si c'est le dauphin de Kabila qui vient, si ça peut changer quelque chose, tant mieux. De toutes les manières, personnellement, quand je vois la situation en RDC... Un candidat indépendant, une alternative. Non, je ne pense pas qu'en dehors de ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui, un candidat indépendant puisse faire l'affaire. En tout cas, moi, je veux pour la RDC une élection, pourquoi pas, le 23 décembre, mais un candidat de poigne qui peut vraiment faire régner la paix. Il est Kofidia, rapidement, en 10 secondes. Non, je tiens à ce que les élections aient lieu le 23 décembre en RDC, et je tiens au respect des lois de la République. Et comme je le dis souvent, lorsque le droit s'estompe, c'est la violence qui s'installe. Donc l'insécurité que vous évoquez, et ça et là, est constatée aussi ça et là. Et c'est déjà un début de ras de bol qui s'exprime. Et face à cela, prions pour la RDC et qu'enfin on tourne la page Kabila, parce que ça n'honore pas notre continent africain. Voilà, vous avez été clair, il est Kofidia, vous êtes juriste, analyste politique. Face à vous, Élisée et Bella Bladiovic, journaliste internationaliste, également écrivain. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.